raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Et comme je m'embêtais un peu, je me suis dit, bon, je suis dans un Athénée, on peut choisir chaque religion, hein, c'est parce que c'est une institution publique. Donc je me suis dit, bon, bah c'est parti, je vais faire 1 an religion catholique, 2e année protestante, 3e année islam, 4e... Voilà, je voulais faire tout. Au final, je me rends compte que ce que je préfère, c'est écrire sur la Suède et la Belgique. Surprise! Non, mais parce qu'en fait, c'est incroyable de découvrir son propre pays comme ça, dans le détail, avec le temps. Franchement, au final, j'ai adoré. En fait, on me disait toujours « Ah, tu veux toujours différent des autres ». Je me disais « Mais non ». Enfin, je me sentais pas... C'était pas ça, et pourtant, oui, dans les faits, oui, je faisais quand même toujours différent, et il s'avère qu'aujourd'hui aussi, apparemment, je choisis toujours des sujets niches. Raconte, la rencontre. Bonjour Céline Peters. Bonjour. Bienvenue dans Raconte. Merci. Alors pour contextualiser, aujourd'hui on est au pavillon de Namur et juste devant l'œuvre de l'artiste Ayessa Sana et Alexandre Weiser. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Déjà, c'est magnifique. Je dois dire, quand je suis entrée et que j'ai vu l'installation, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et ce que ça m'inspire, ça c'est une très bonne question. Le futur, j'imagine, avec les couleurs froides, un peu argentées, puis le noir tout autour, l'espace, le futur, ce genre de sujet. En parlant de sujet, tu es notre sujet du jour. Qui es-tu, Céline Peters ? Eh bien, je suis docteur en rhétorique et auteur. Je suis belge. J'ai grandi en province de Luxembourg. J'ai fait mes études à Bruxelles et après, j'ai habité à plusieurs endroits. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Bon, écoute, on a plus ou moins 1h30 pour en parler, donc on est large, hein, comme on dit. Tu dis tu es né en province de Luxembourg, à Ardon, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça fait de grandir à Ardon ? Je peux pas parler pour tout le monde, mais pour Alors, moi, parle pour toi. Pour moi, c'était... c'est un peu anecdotique dans le sens où je suis la seule de ma famille à être née à Arlon, déjà. Donc, j'ai pas mes racines, je me considère pas arlonnaise. Donc, pour moi, c'était l'endroit où je suis arrivée et puis d'où j'allais partir. C'était assez clair depuis très tôt, en fait. Tu n'allais pas faire ta vie là-bas ? Non, j'allais pas faire ma vie là-bas, mais j'ai passé une très belle enfance, très belle adolescence. J'ai rencontré des copains qui sont toujours mes copains aujourd'hui, donc j'ai pas de sentiments négatifs non plus. Mais c'est vrai que c'est une période un peu d'attente, je dirais. Je savais qu'il fallait grandir pour que ça commence. Donc j'ai pas beaucoup d'émotions quand je pense à cette période-là. Tu viens de le dire, comment tu as grandi ? Comment j'ai grandi, Oui. c'est-à-dire... On vient de passer très brièvement ton enfance. Comment tu as évolué ? Tu étais comment, en fait, enfant, ado, jeune adulte, et maintenant ? Alors, enfant, j'étais collée à ma grande sœur, qui adorait lire, donc je pense que ça... Ça a déteint. ça a donné une suite. Oui, donc... tout avec ma grande sœur, quoi. Vraiment, quand je suis petite, c'est elle le centre de mon monde. Et puis, j'ai été dans une école primaire à Tontelange où il y avait une pédagogie un peu alternative, donc c'est apprendre en s'amusant. Et donc ça, c'est vrai que j'ai des bons souvenirs aussi où toute ma soif d'apprendre est vraiment nourrie, en fait. Et puis, j'entre en secondaire. Et là, c'est là où je pense à la période d'attente, la période d'adolescence, où je m'occupe beaucoup à côté de l'école. Hein. Je fais du violon, je fais de la danse classique, j'ai mes copains.
Et chaque année, je pense, je dis à ma maman, ok, je veux arrêter l'école, je m'ennuie. Puis je reste parce qu'il y a les copains quand même. donc ça, j'ai quand même envie de passer mes journées avec eux. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est... Ouais, je sens que je tourne un petit peu en rond et je lis énormément déjà, puisque voilà, ma sœur m'a initiée à la lecture. Donc pendant l'adolescence, ça continue. Et Tu puis lisais quoi? Tout, franchement, tout ce qui me passait sous la main, j'allais piocher. Enfin, c'est ma grande sœur qui allait piocher dans la bibliothèque de notre maman et qui me lisait les livres. Donc en fait, moi, c'est vrai que je voulais être avec ma sœur. C'est pas que j'aimais lire, hein, je voulais être avec ma sœur. Et elle adorait lire, et donc elle me lisait à voix haute beaucoup de livres, mais ça allait de contes à des romans, d'ailleurs pas toujours de notre âge, je dois dire. Mais oui, franchement, tout ce qui passait. Et puis, en secondaire, j'ai eu un professeur de français qui a senti cet amour de la lecture, de l'écriture. Et puis aussi un autre professeur de... Alors, ça ne s'appelait pas comme ça. À ce moment-là, c'était les cours de religion morale. En fait, j'ai fait de la philo. J'ai fait de la philo. Et comme je m'embêtais un peu, je me suis dit, bon, je suis dans un Athénée, on peut choisir chaque religion. Hein, c'est parce que c'est une institution publique. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Je vais faire 1 an religion catholique, 2e année protestante, 3e année islam, 4e... Voilà, je voulais faire tout C'est très atypique, tu devais être la seule à faire ça. Oui, bah, j'étais la seule en classe, au final. Et c'était sur le temps de midi. Mais ça me convenait super bien parce que c'était le moment justement où j'étais un peu seule et où je pouvais vraiment challenger mon esprit. Où en fait, pour la plupart du temps, on me disait « Ah, Céline, tu te prends trop la tête. » ou « Ah, c'est trop compliqué. » Et en fait, bah oui, mais moi, j'avais besoin. C'était un moteur. Pardon ? C'était un moteur. Oui, c'était un moteur. Et puis, en fait, je pense aussi pour ne pas tomber dans se dire « Ah, ben, je suis à Arlon, donc il se passe rien. » C'était pas vrai. Il pouvait se passer plein de choses. Et c'est vrai que j'ai été les chercher. Et donc là, j'ai eu un professeur qui... au final, ne m'a pas du tout donné des cours de religion, mais des cours de philo. Et c'était super chouette. Donc ça, c'est vrai que pour mon adolescence, ça, c'est un des facteurs où je me dis « Ah là, j'étais bien là. » Il y a eu un point pivot, quoi. Tu t'es rendu compte de ton érudition, on peut dire. Bon, de ta curiosité. Je sais pas, mais je l'ai assumé. Je l'ai assumé parce que c'est ça aussi, en fait, on me disait toujours « Ah, tu veux toujours différent des autres. » Je me disais « Mais non. » Enfin, je me sentais pas... C'était pas ça, et pourtant, oui, dans les faits, oui, je faisais quand même toujours différent, et il s'avère qu'aujourd'hui aussi, apparemment, je choisis toujours des sujets niches. Mais je crois que c'est une position que j'aime bien, parce que quand on n'est pas tout à fait dans le courant, on a le temps d'observer. Et en fait, moi, je crois que je suis un peu lente, à vrai dire, dans le sens où j'ai besoin de temps pour observer tout ce qui se passe avant de me sentir vraiment à l'aise et de pouvoir me lancer dans une situation. Donc, peut-être ce genre de sujet un peu à côté, auquel personne ne s'intéresse trop, ça me convient bien, en fait. Ça me laisse un espace, du temps comme ça, que je pense, dès très petite, j'avais besoin, quoi. Tu es un peu contemplative, alors? J'aimerais bien. Je dis ça parce que je pense que quand même, je suis très très fort dans l'action, mais c'est un peu dans mes objectifs justement de découvrir cette partie beaucoup plus calme et dans la contemplation, parce que je pense parfois on prend pas toujours le temps de regarder avant d'agir, et parce qu'il y a l'urgence et tout devient urgent, il y a beaucoup de choses urgentes, et donc oui, je pense qu'on perd un peu des choses là-dedans, et personnellement, ça me convient mieux, les choses où je peux... Ouais, les sujets avec lesquels je peux prendre un petit peu de distance, où je peux prendre un peu mon temps, mais quand même dans l'idée d'agir. Oui, je pense quand même que ça... je peux pas dire que quand même je suis dans la méditation, la contemplation, toute personne qui me connaît va te dire « Non, c'est pas vrai. » Donc, ouais.
Après ça, quand tu arrives un peu plus, tu montes en âge, on va dire, Oui, tu finis tes études secondaires, le fameux choix des études, et qui fut oui. longue dans ton cas, je pense qu'on peut le dire. Ben Comment alors, ça se dessine? oui, alors à 16 ans, je pense vers là, hein, 16-17 ans, on commence à en discuter. Et moi, je sais que je veux être auteur de guide de voyage. Je veux écrire, je veux bouger, je veux voyager, et ça a l'air d'être le job de rêve, quoi. Donc j'écris un mail au guide du routard en disant, voilà, j'ai 16 ans, j'aimerais bien travailler pour vous, quelles études je dois faire pour venir travailler chez vous? Et ils me répondent et ils me disent, bon, bah, il faut faire, donc c'est le système français, hein, il faut faire un bac+5 en édition. Ce qui est pas rien. Bon, ce qui est pas rien, mais bon, c'est dans mes cordes. Je me dis, ok, allez, c'est parti. Et puis on me dit, il faut aussi parler anglais, parce que si tu veux voyager, bon, il faut quand même la langue un peu, le globish, hein, comme on dit. Bon, et là, je me dis, ok, ça, c'est moins mon fort. Je me sens moins forte, justement. Autant le bac+5 en édition, je me dis, bon, ok, si je mets mon esprit dessus, ça va le faire. Mais l'anglais, un peu moins. Donc, je me dis, ok, il faut que je fasse une immersion totale en anglais pour que ce soit vraiment ancré en moi. Pour que voilà, si j'arrête de parler anglais pendant 2-3 mois ou quoi, que ça revienne comme ça, parce que ça va faire partie de mon métier. Donc, je décide de partir 1 an pour apprendre l'anglais. Donc, je m'inscris à un programme, c'est AFS, je pense, un truc comme ça, et mes parents me soutiennent, et donc je pars 1 an en Australie. Bon, un peu par hasard, hein, parce que j'avais pas le choix de la destination, mais peu importe, finalement. Tu aurais pu tomber plus mal. J'aurais pu tomber plus mal, tout à fait. Je me dis, oh, le bout du monde, c'est chouette, quand on a 17 ans, 1 an en Australie. J'ai jamais entendu parler de ce pays, enfin, comme tout le monde, quoi. Donc voilà, donc je décide de partir. C'est pas facile, les premiers mois, justement, l'apprentissage de la langue. Qu'est-ce qui est pas facile? Euh, Parce que tu arrives là-bas, tu descends de ton avion, et puis quoi? Ben là, je sens qu'il faut grandir. T'étais pas mature à l'époque? Bah, je sens que j'ai le petit cœur encore. C'est dur de quitter mes copains, mes parents, de me retrouver toute seule. Autant j'ai été vraiment éduquée à la débrouillardise et tout, donc de nouveau, c'est dans mes cordes, hein. Je sais pas, je suis pas parachutée là dans un truc qui me va pas, mais voilà, j'ai un petit cœur plus sensible. J'aime bien être à la maison. Et alors ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens me voient comme, ah oui, mais Céline, elle change de pays comme ça. Mais non, non, en fait, pas comme ça. Pas comme ça. Ça me demande toujours une préparation. Oui, je sens que j'arrive en Australie et j'ai le cœur gros, quoi. Je comprends rien de ce qu'on me dit. Je me dis, mais je comprends pas, j'ai fait des cours d'anglais à l'école. Mais l'accent est tellement fort que ça sonne comme du polonais, tu vois. Donc là, bah, je me tais et j'écoute. J'écoute pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'emmagasine, je prends mon temps et puis je commence à parler. Et là, en fait, c'est bon. Au bout des 3 mois, je commence à me débrouiller, je me fais des copains, tout va bien. Et je fais des petits jobs qui sont... Enfin, je vais à l'école, mais je fais aussi des jobs d'étudiant. Et là, par contre, je me dis, ah, j'ai été toiletteuse pour chiens, pour que tu dises, parmi les jobs. Et c'est un peu sympa, parce que bon, je connais pas du tout les chiens, donc j'apprends quelque chose de nouveau. Puis je voyage avec ma petite camionnette derrière ma voiture pour aller laver les chiens. Bon, bref. Mais je me dis, ouais, c'est dur quand même physiquement. On est penché comme ça dans le bain avec les chiens et tout. Et je me dis, ça va pas le faire toute ma vie. Je commence aussi à m'ennuyer un peu intellectuellement. Donc en fait, je vais faire des études. Là, c'est vraiment le truc où je me dis... je pense que c'était déjà un peu dans... Bah, c'était déjà dans mon idée parce que le routard m'avait dit que... Mais là, j'ai la certitude que même si c'est pas le routard, je vais faire des études, il me faut un job intellectuel parce que sinon, je vais dépérir sur le temps long, quoi. Donc je reviens d'Australie hyper motivée à étudier, mais pas sûre du sujet, étonnamment. Enfin, c'est pas si étonnant que ça, maintenant je le sais, c'est pas si étonnant.
Parce que j'ai les romanes en tête. Oui, les romanes pour le master en édition. Sauf que, voilà, quand j'ai eu 18 ans, mon prof de français que j'adore meurt d'une crise cardiaque aux 20 km de Bruxelles. Donc il a 27 ans, c'est l'énorme choc. Et donc j'ai le rejet. Je dis non, en fait, je veux pas faire ces études, je veux pas écrire, je veux plus lire, c'est plus pour moi. C'est le deuil qui est pas du tout fait, quoi. Et donc je m'inscris en architecture, je passe les examens d'entrée, tout va bien. Et au bout de 3 mois, je me dis, non, tu sais bien que c'est pas ça. Et je me dis, ok, bon, en fait, voilà, au mois de novembre, hein, on a une date limite pour changer en première. Et je me dis, ok, allez, je vais faire romane. Donc je repasse en romane. Et là, c'est parti. Sauf qu'au bout de 2 ans, je m'ennuie un peu. Parce que, ok, c'est très bien d'avoir un but comme ça, de dire, ok, dans 5 ans, master en édition, mais bon, il faut les faire. Et de ne pas changer d'idée entre-temps aussi. Non, alors j'ai pas changé d'idée, je veux toujours écrire et voyager, donc ça me semble toujours le job idéal. Mais c'est un peu long, ouais. Le bachelier est un peu long, et donc en 3e année, je décide de m'inscrire aux Beaux-Arts en même temps. Donc je fais ma 3e romane, en même temps que ma première en peinture aux Beaux-Arts. Parce que le côté visuel, créatif, couleur, le travail des mains me manque. Et en fait, en romane, on n'a pas de cours d'écriture. Et donc, ça tarde, quoi. Ça tarde beaucoup. Et j'écris à côté, mais c'est immature. Je sens que c'est pas ça, quoi. Enfin, j'y suis pas encore. Donc voilà, je fais cette année-là qui est super chouette. Je rencontre des gens vraiment incroyables à l'atelier en peinture. Et je suis aussi aidée par les gens de ma classe en romane qui prennent note pour moi. Donc c'est génial, quoi. Je me sens vraiment soutenue dans mon projet, même si les gens se disent « mais elle est folle ». Tu prends un peu le meilleur des 2 mondes, en fait. Voilà, alors c'est ça, je prends le meilleur des 2 mondes. Après, je prends aussi les désavantages des 2 mondes, mais c'est pas grave, je suis jeune, je fonce, j'ai envie, je suis motivée, donc ça se passe super bien. Et en 3e, je découvre aussi la rhétorique, puisque j'ai un cours de rhétorique, enfin c'est cours de les idées linguistiques, théorie de la rhétorique et idées linguistiques, je pense, avec Emmanuel Damblanc. Et là, de nouveau, petit... une pépite, comme ça, je sens que ça active hyper fort mon cerveau, que je comprends pas. Voilà, je sens ça que t'active parce que tu ne comprends pas. Oui. Donc ça te motive, t'as envie de chercher, t'as envie de gratter un peu, ok. C'est ça, c'est un peu l'énigme, quoi. Je sens que c'est complexe, et pas complexe comme des maths ou du solfège, comme j'ai pu faire avant. Il y a ce côté littéraire, déjà, et donc complexe aussi au niveau émotionnel. Tu vois, c'est pas que de la logique, parce qu'on a des cours comme ça aussi, de grammaire et tout, et c'est compliqué, hein. Mais tu vois, je dis compliqué, c'est pas complexe. Mais, et là, oui, je me dis, ce truc où tu as l'éthos, donc la façon dont tu te présentes, puis le pathos, les émotions que tu vas susciter, le logos, quand même, les arguments, la logique. Et donc, j'adore comme ça ce mélange entre... à la fois, c'est un art, en fait. Donc, à la fois, c'est de l'expérience, c'est du ressenti, et puis, il y a une structure technique, un cadre hyper clair, quoi. C'est pas vaporeux. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc là commence un peu l'idée de la recherche. Parce que jusque-là, je savais même pas que ça existait, la recherche en sciences humaines. Ça me dit rien, quoi. Mais bon, c'est le tout début, donc je continue quand même mon parcours de master en édition, j'y arrive. Et en première master, je pars en Erasmus, parce que le voyage me manque. Là aussi, ça tarde, hein. Bon, j'écris, mais je voyage pas. Et je pars en Islande pendant 1 an. Là aussi, génial. Et c'est pas une destination qui est proposée aux étudiants. Là aussi, tu vois, on va dire, tu vois, elle veut toujours faire différemment. C'est vrai que c'est pas courant. Parce que tu peux aller en Espagne, quand tu as fait les romanes, tu apprends l'espagnol. Donc tu vas en Espagne ou en Italie ou au Portugal.
Et j'ai beaucoup réfléchi à ça récemment, de me dire, mais pourquoi j'ai été chercher un contact en Islande qui a été signé mon dossier, on a ouvert la destination qui n'était pas ouverte avant. Ça a l'air Donc, tu compliqué as créé quand un même. précédent, en fait, en faisant ça, alors. Pardon ? Tu as créé un précédent. Oui, oui, oui. Pas mal. Voilà. Et donc, mais bon, c'est beaucoup de travail pour... enfin... mais l'Islande, c'est un pays que ma sœur adore depuis longtemps. Donc, elle m'en a beaucoup parlé et j'ai plein d'imaginaires. J'ai plein de représentations de ce pays. Et aussi, surtout, je veux pas partir en Espagne. C'est une pression énorme, en fait, pour moi, l'Erasmus. Enfin, je sais pas si vous en avez fait un, mais... Voilà, on arrive à est-ce que tu pars en Erasmus ou pas ? Ah oui, tu fais partie de ceux qui partent, tu fais partie des aventuriers, tu vois. Ah oui, ok, bah alors tu vas faire la fête tous les soirs, tu vas apprendre l'espagnol, tu vas manger des tapas. Et je me dis, et si moi j'aime pas sortir tous les soirs ? J'aime pas les tapas, puis j'arrive pas à apprendre l'espagnol. Et en fait, c'est ce genre de contexte où je me dis, ça me semble vraiment trop difficile pour moi. J'aime autant aller ouvrir une destination en Islande, personne n'y a jamais été. Moi, il y a zéro pression, quoi. Il y a zéro attente. Et donc, je pense que ça m'aide. Enfin, c'est ça qui me pousse aussi à aller vers là. Et j'ai bien fait, parce que c'était incroyable. C'était incroyable. J'avais des représentations, oui, de livres ou de sagas que ma sœur avait pu me lire et tout ça, mais pas du tout de représentation sociale et actuelle aussi. Pardon ? Et actuelle. Oui. Donc là j'écris mon mémoire en rhétorique et puis je fais mon Erasmus qui se passe comme un super Erasmus, donc je fais la fête. Mais je travaille beaucoup aussi. Et c'est l'hiver, donc j'adore. Il y a un temps de merde. C'est parfait pour moi. Il y a de la neige. Voilà. Puis je reviens Enfin, je continue là dans mon tracé. Oui, c'est très bien. J'essaie de me souvenir. Très logique. Je rentre d'Erasmus et je pars à Paris pour faire mon stage en édition. Alors, pas au Guide du Retard, mais au Guide du Petit Futé. Le concurrent direct. Le concurrent direct. Alors, je t'avoue, je ne sais plus pourquoi. Je pense que j'ai dû écrire à tous les guides, et celui-là a répondu en premier. Donc, j'ai dit, OK, Petit Futé. Donc, je pars directement en rentrant d'Erasmus, 3 mois à Paris. Et là, je me dis, OK, je vais assurer mon stage, parce que je sens que si on assure, on a une possibilité de passer de l'autre côté et de devenir auteur de guide. Et en effet, donc je travaille bien. Et à la fin de mes 3 mois de stage, mon maître de stage me dit « Tu voudrais essayer d'être auteur ?» Oui. Enfin, après tout ça. Donc oui, donc il me donne une liste de 10 pays. Je peux choisir pour faire ma première mission. Donc là, c'est le stress. Et dans les 10 pays, je fais un choix et il me reste Taïwan et la Suède. Je ne sais plus pourquoi non plus, tu vois, ça doit être des représentations à ce moment-là. Et je me dis, bon, première mission, je vais rester en Europe, on ne sait jamais. Tu vois, je suis un peu prudente comme ça. Je me dis, si jamais je suis vraiment... On dirait pas jusqu'à présent. Mais... si je suis vraiment en galère, en Suède, au pire, tu vois... C'est pas de moi, entre guillemets. Ça va, quoi. Donc, je choisis d'aller en Suède, mais j'ai jamais été en Suède. Mais aussi, j'ai un peu l'expérience de l'Islande, pays nordique. Enfin, il y a quand même 2-3 trucs. Dans leur mentalité, dans leur façon de faire. faire. J'ai quand même des points d'ancrage. En tout cas, je crois. Et donc, je choisis la Suède et je commence à travailler pour le Petit Futé en terminant mon master. Donc, et là, c'est parti pour 5 ans de mission à mission où je fais la Suède plusieurs fois. Et puis, comme ça se passe bien, on me propose d'autres destinations. Et puis, comme je suis la seule Belge de l'équipe, on me dit, bah, tu vas faire la Belgique. Et là, je me dis, oh non, je veux pas faire le guide Belgique. Je veux pas rentrer à Ardon. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, je me dis, mais
j'ai fait ça pour m'en aller, Bon, mais bon, au final, je le prends comme un outil de négociation et je dis, ok, je fais votre guide Belgique, par contre, vous me donnez une autre destination un peu sympa. Donc c'est comme ça que je vais notamment au Népal, au Bhoutan, au Pérou, en faisant le guide Belgique chaque année. Quand tu arrives dans ces pays-là, Bhoutan, Népal, comment tu rentres dans un pays? Est-ce que tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas les gens, tu ne connais même pas la langue locale? C'est quoi le processus? En plus, tu dois créer un guide, donc tu dois être référente. Oui, bah tu dors pas beaucoup, hein. Je travaille beaucoup, mais je commence par regarder, en fait. Regarder autour En de amont, moi. alors tu Oui. prépares. Oui, en amont, bien sûr. Bien sûr, en amont, tu lis le guide de l'année d'avant, les autres guides concurrents, les blogs. Je commence aussi à rentrer en contact avec des gens qui vivent là-bas pour qu'ils m'expliquent un peu leur vision. Je croise Des locaux ou des expats? les deux. Ok. Et les locaux, je les trouve sur des forums ou alors quelqu'un qui a un hôtel ou un restaurant qui me met en contact ou via l'office du tourisme, ça dépend un peu des pays. Mais en gros, j'ouvre... en fait, c'est comme avec la recherche, quoi. J'ouvre plein de pistes, je vois ce que ça donne et j'essaie d'avoir une vision la plus grande et puis à recroiser les informations et puis je fais un itinéraire. Parce qu'en fait, on ne refait pas chaque partie du pays. Enfin, ça dépend. La Belgique, oui, tu fais quand même un tour. Mais chaque année, en fait, on se concentre sur une partie du pays un peu plus profondément pour aller rechercher des autres adresses. Mais ce n'est pas possible de faire chaque restaurant de chaque pays chaque année, tu vois. Donc, mais c'est bien fait. Donc, ça tourne bien, etc. Et oui, et puis quand j'arrive... ce qui est difficile, c'est t'as un plan, et puis on sait tous que quand on voyage, on rencontre quelqu'un qui nous parle de quelque chose, qui nous dit « Ah, mais il y a ce truc-là ». Sauf qu'en fait, on a un itinéraire, et puis si on se loupe et que en fait, l'endroit a été nul, t'as perdu parfois 3 jours au Pérou, parce que les distances sont énormes, quoi. Donc c'est assez stressant, hein. En tout cas, pour moi, c'est un peu stressant, puis il faut écrire tout le temps, chaque jour quand tu reviens, parce que... Sinon, t'as une tonne de trucs à écrire, puis tu te rappelles plus, là, t'es imprégné et tout. Donc, c'est quand même des sacrés... Tu restes combien de temps sur place? Je reste un mois, entre 4 et 6 semaines. Voilà, mais au final, je me rends compte que ce que je préfère, c'est écrire sur la Suède et la Belgique. Surprise! Non, mais parce qu'en fait, c'est incroyable de découvrir son propre pays comme ça, dans le détail, avec le temps. Franchement, au final, j'ai adoré. Et c'est là où je m'en rends compte que pour pouvoir vraiment écrire sur un pays, il faut le connaître déjà... Il faut le connaître déjà bien parce que sinon, en effet, c'est très très stressant au niveau de l'organisation. Tu es toi-même en train de découvrir, tu dois déjà faire le bilan du truc au moment où tu écris. Et donc, je commence à... je sais pas, je dois avoir 25 ans, un truc comme ça. Et je me dis, dur là. Dur de découvrir la Belgique. Je fatigue. Non, mais dur d'aller dans d'autres pays. Aussi, comme je dis, parce que chaque fois, faire son sac à dos... partir, et puis tout ça va tellement vite et j'ai l'impression que je voyage pas comme je m'imaginais que j'allais voyager, où je m'assieds, tu vois, dans un café, dans un parc, puis je commence à parler avec quelqu'un. En fait, voilà, c'est plutôt ça ma conception du voyage, et en fait là, c'est une sorte de voyage qui doit être rentable. C'est une obligation de résultat, en fait. C'est une obligation de résultat, et en plus, je me rends compte au fur et à mesure des années que les endroits où les guides vont deviennent ultra touristiques. Instagrammables. Et alors, ça me pose plein de questions problématiques, éthiques. Et je me dis, je me retrouve plus... voilà, donc tout le monde me dit, mais enfin, Céline, job de rêve. Alors déjà, un job de rêve, ça n'existe pas. Oula. Non, ça n'existe pas. Là, tu t'avances fort. Hein. Et tant mieux que ça n'existe pas, parce que sinon, quoi, ça veut dire, ok... T'as un job de rêve et à partir de ce moment-là, tu te poses, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait pas rêver, les jobs de rêve, en tout cas. Je vais dire ça comme ça.
Non, mais parce qu'aussi, un job de rêve, ça veut rien dire. On évolue, on change. Oui, évidemment, quand je suis étudiante en master. Et ça, c'est mon job d'étudiant. Je suis auteur de guide du Petit Futé. Évidemment que c'est le job de rêve. Mais quand j'ai 5 ans de plus, que je voyage tout le temps, que je vois jamais mes copains, que j'écris, mais c'est une écriture très courte. Je voyage, mais j'ai l'impression de voir énormément de choses auxquelles j'aurais jamais accès, certes. Mais toutes les choses que moi j'ai vraiment envie de faire, je les fais pas. Bah à ce moment-là, c'est plus un job de rêve, quoi. Et donc, je le sens venir quand même, hein, dans les 2 dernières années. Et c'est là où je repense à la rhétorique et je me dis, ben, tiens, c'est bien ça. J'avais bien aimé ce challenge-là. Et si je faisais une thèse? Donc là, c'est là. On repart pour un tour. Voilà, on repart pour un tour. Et donc, je commence à écrire un projet. Mais je galère, ça prend du temps, je comprends pas du tout les codes. Pendant ce temps-là, j'ai terminé mon mémoire de master et je me dis, c'était bien quand même ce que j'ai fait, je crois. C'était quoi la thématique? Alors, c'était de la rhétorique aussi. Et là, j'ai étudié les effets persuasifs des aveux sur un jury populaire. Puisque le genre judiciaire, donc c'est un des genres de la rhétorique, et c'est assez facile à comprendre. Ok, on est dans un tribunal et c'est tous les discours qui vont être prononcés là. Donc c'est un genre de discours où je me dis, ok, je peux entrer par là avant d'ouvrir toutes les portes de la rhétorique qui me semblent immenses. Et donc je fais ce mémoire, je m'amuse super bien. Et je me dis, bah, c'est dommage, ça va être juste mis dans la bibliothèque de l'ULB. Et puis personne ne va jamais regarder ça. Et ça me frustre un peu de me dire, mais moi j'ai appris plein de choses, et puis... Et donc je me dis, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et je décide de faire un jeu de société, parce que c'est la forme qui correspond le mieux, dans le sens où j'avais fait une petite expérience à la fin de mon mémoire, pour voir si ma théorie sur les aveux collait avec la réalité. Et en fait, on n'est pas censé interviewer les jurés sur ce qui les a menés à leurs convictions. Dans un vrai procès. Voilà. Tu as été observer des vrais procès, des assises ou des choses comme ça? Oui, j'ai été observer des assises et puis j'ai eu beaucoup d'archives aussi. J'ai travaillé en collaboration avec des avocats qui m'ont donné tous des dossiers complets qui sont normalement confidentiels et tout. Mais là, voilà, tu signes une charte et puis tu peux avoir accès à tous ces dossiers. Et donc, j'ai étudié plusieurs cas où l'accusé fait des aveux. Et puis, tu vois, c'est entre le vrai et puis l'effet que ça fait sur un jury populaire. Ça ne coïncide pas toujours. On peut faire de faux aveux et que ça ait un effet persuasif énorme, comme faire de vrais aveux dans le sens où ça s'est vraiment passé. Pourquoi ils font des faux aveux? Il y a pas mal de raisons, mais la première qui vient en tête, c'est pour protéger quelqu'un d'autre. Donc tu avoues pour Tu prends la place d'un autre. Voilà, ou pour protéger un autre secret que tu considères plus grand. Enfin, il peut y avoir énormément de facteurs. Donc voilà. Et donc c'est vrai que j'avais créé une histoire, un scénario d'une affaire criminelle, et puis j'avais rassemblé des étudiants et je les ai mis comme dans un huis clos, quoi, tu vois, où ils ont les faits et puis doivent prendre la décision si l'accusé est coupable ou non coupable sur base de leur intime conviction. Et en fait, c'est ça, pendant cette expérience, il y a un truc qui se passe, on se dit mais c'est génial, et j'ai l'idée de le transformer en un jeu de société. Et donc après mon master, le moment où je termine un peu le Petit Futé, où je commence tout... Enfin, j'essaye d'avoir un contrat de recherche. Parce que tu fais tout ça en même temps, en parallèle? Oui. Enfin, l'un s'arrête, l'autre commence un peu. Tout n'est pas dans la même intensité et la même priorité. Okay. Et puis, ça prend beaucoup de temps, en fait, de faire un projet de recherche. Il y a des longs mois d'attente aussi. Donc, en fait... Pour des acceptations, etc. C'est ça, ouais. Et puis tu peux pas, enfin moi en tout cas je peux pas écrire un dossier 3 mois en faisant rien d'autre à côté, quoi.
ouais, j'ai besoin d'un peu de diversité. Et je rencontre Raphaël Van Lemputen, qui est un illustrateur bruxellois, Rafi qui dessine. Pile à ce moment-là, alors tu vois, la vie fait bien les choses parfois, et je lui dis « Oh, je suis en train de galérer, j'essaie de faire un jeu. » Il me dit « Oh, mais moi, je dessine, attends, qu'est-ce que tu fais ?» On regarde ensemble, et là, c'est parti. Une super amitié et un super projet. On décide de présenter notre idée de jeu de société à un concours d'entrepreneurs. Et on se dit, ok, on va monter une maison d'édition pour éditer notre jeu. Parce qu'on a été présenter le jeu de société à une maison d'édition et il n'y a pas d'enthousiasme, quoi. Donc on se dit, bon, allez, c'est bon, on va faire ça nous-mêmes. C'est la deuxième fois que tu fais ça, parce que déjà d'Islande, il n'y avait pas de filière, donc tu l'as créé. Maintenant, tu fais un jeu de société, il n'y a personne qui en veut, bah, tu crées une maison d'édition. Pourquoi s'emmerder, après tout? Ben, c'est surtout, en fait, je me dis, mais soit je fais les choses à fond, soit je fais autre chose. Je crois que ça fait partie de ma personnalité, c'est à double tranchant. Hein, Mais je suis passionnée, en fait, et donc... le truc de vivote, ouais, ça tient pas, en fait. J'arrive pas à tenir dans ce genre de projet. Et donc, en fait, si je sens pas le même enthousiasme que moi, bah, je me dis, ok, bah alors, faisons notre chemin, quoi, tu vois. Et en plus, je me dis, même si... En fait, c'est ça, ça enlève énormément de pression aussi de faire ça, parce que même si tu te plantes, t'auras appris plein de trucs. Tu vois, de monter une maison d'édition de A à Z. Et on fait ça sans se mettre en danger. On ne s'endette pas. On ne fait pas des trucs comme ça où on se met du stress. On travaille à côté. Comme ça, on n'a pas de souci on n'a pas de conflit entre nous non plus. Alors, on rigole toujours parce qu'on se dit, nous, on est des slow entrepreneurs. Et tout le monde te dit, mais non, il y a une entreprise, il faut faire ça vite, il faut que ce soit... Et on se dit, oh là là, mais non, mais c'est pas... Tu nous embêtes, en fait, avec ta pression comme ça. Donc on se dit, bah, c'est pas grave, on fait à notre façon, et on verra bien, et au pire, on aura appris des choses. Et ça se passe exactement comme ça, en fait. Au final, ça a duré 5 ans. On a quand même vendu 35 000 jeux. C'est énorme. Dans 5 pays, je crois. Enfin, c'est traduit en 5 langues. Et en faisant ça à notre rythme, et quand je pense aux éditions Fika, on avait appelé ça Fika, c'est la pause café en Suède, hein, c'est la suite de Mon Petit Futé Suède, où j'avais emmené Raph avec moi, et où le projet a commencé en prenant des petits cafés. Ben oui, maintenant quand je pense à ces 5 ans... des éditions Fika, je vois Raph qui se marre, je vois nos siestes où on se dit mais on travaille pas, qu'est-ce qu'on fout? Tu culpabilises pas quand c'est comme ça? Ben non, parce que ça ne regarde que nous. En fait, c'est ça, personne ne dépend de nous, on n'a rien promis à personne, on se présente pas non plus en disant on va révolutionner le monde avec... on est là pour apprendre, et puis... Et puis, en fait, aussi, on se rend compte que quand il faut taper dedans, on sait le faire. C'est ça aussi. C'est que tout le monde nous dit vous êtes une équipe à haut potentiel, vous avez un petit projet à haut potentiel. Donc, on se dit, OK, c'est que quand même, peut-être on fait quand même les choses bien, d'une certaine façon. Et puis, on se fait repérer aussi comme ça. Parce qu'on va au Festival du jeu de Bruxelles en connaissant rien au monde du jeu. Enfin, moi, je joue aux échecs, tu vois, mais c'est tout. Bon, Raph un peu plus, heureusement. Mais on décide de prendre un stand au Festival de jeux de Bruxelles, et le nôtre ne ressemble à aucun autre parce qu'on ne connaît pas les codes, et donc on fait comme nous, ça nous plaît. Et ça, ben, ça nous fait être repérés par un grand distributeur, BlackRock, qui nous dit, bon, vous, venez un peu par ici, vous faites un truc un peu différent. Et puis, ben, voilà, les choses se font comme ça, et c'est comme ça que ça a bien marché et que ça a pu tenir sur la longueur. Mais ça aurait été pour moi aussi un projet hyper réussi, même si on avait vendu, je sais pas moi, 50 jeux dans des petits magasins à Bruxelles. Pour moi, ça aurait été tout aussi réussi que
que là, BlackRock qui nous sort les 35 000 jeux là, sur les 4 ans et qui fait une distribution incroyable. Voilà, et puis... alors attends, là je sais plus où je suis. On a déjà balayé beaucoup. On est presque à la fin, hein. Enfin, jusqu'à maintenant. Mais, ah oui, non, mais c'est ça. En fait, donc avec Raph, on a toute cette période où on crée le jeu, on crée la maison d'édition, et au moment où ça commence à marcher, je reçois un coup de téléphone qui me dit « Dis Céline, tu veux encore faire une thèse en rhétorique ?» Oui. M'a dit « Il y a un chercheur de robotique, donc c'est ma prof, Emmanuelle Damblon, voilà, avec qui je continue quand même à collaborer au fil des années. Et elle me dit, voilà, j'ai rencontré un directeur de recherche en robotique à Toulouse. Et ils ont des problèmes avec les mots qu'ils utilisent pour parler de leur domaine. Et il m'a dit, t'as pas quelqu'un qui pourrait venir faire une thèse? Et j'ai pensé à toi. Tu viens? Et là, je me dis, non, mais ça, c'est incroyable. Je peux pas dire non. Donc, je dis oui. Sauf que voilà, je commence vraiment la maison d'édition avec Raph. Bon, pour te dire, on a créé la maison d'édition le 31 décembre 2016 et le 9 février 2017, je suis à Toulouse et je commence mon contrat de thèse. Tu n'hésites pas dans ce moment-là, tu ne te dis pas, tiens, je suis sur un truc qui marche, je resterai plutôt là, ou au contraire, le truc qui arrive ici, il faut saisir, sinon ça ne sera jamais. Mais en fait, c'est irrésistible pour moi. Si, bien sûr, je me dis tout ça, mais tout ça est balayé. C'est me dire, je vais aller passer 3 ans dans un labo de robotique. Je connais rien à la robotique. Je vais pas juste aller le visiter, tu vois, en petit futé, vite fait, ok, j'ai vu, tchac. Non, je vais vivre le quotidien de ces gens-là pendant 3 ans. Et en plus, ils font appel à moi. Peut-être que je peux venir avec mes outils rhétoriques. Bon, apparemment, il y a quelque chose à faire. Mais de nouveau, ça m'a l'air d'être un challenge, une énigme aussi. Oui, c'est complètement irrésistible. C'est fou, mais je peux pas dire non. Et j'ai la chance que Raph me dit « Mais oui, vas-y, fonce, on s'arrangera. On va continuer à distance sur le côté. » Et donc, c'est sûr, sans Raph, ça n'aurait jamais fonctionné. Je peux pas être à Toulouse. Et puis, il est vraiment le pilier du projet. Ouais, donc voilà, j'y vais. Et je continue en effet à travailler avec Raph sur le côté. Et quand même, les horaires de chercheurs font que c'est possible de s'organiser, de gratter, tu vois, le samedi matin. Enfin bon, tu peux t'organiser un peu pour faire ça à côté. Et donc j'arrive à Toulouse. Pas facile, l'arrivée. Pourquoi pas facile? Eh ben, j'arrive dans un labo, tu vois, d'ingénieurs. Personne n'a la même formation que moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pratiquement la seule femme. Je suis belge dans un labo français. Et j'arrive avec la rhétorique et le langage, la langue française. Bon, je me dis, ça va pas être super facile. Bon, ben en fait, j'arrive, pour la petite anecdote, parce que ça c'est quand même marrant, j'arrive, on me dit, ok, ça commence sur ton contrat à 8h30 et tout, donc moi, 8h25, tu vois, je suis là, il n'y a personne. Donc, j'allume les lumières, je me dis, bon, bah, ok. Et ils arrivent à 10h, tranquille, puis ils me disent, café? Je me dis, oh, bah ça va, ça c'est sympa. Et en fait, non, mais j'arrive dans une équipe, l'équipe Gepetto. Donc, c'est une équipe de roboticiens qui est spécialisée dans la génération de mouvements des robots humanoïdes. Et en fait, des gars super sympas, mais vraiment accueillants. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est comme ça dans les labos toulousains ou français, je le souhaite à tout le monde, mais vraiment... Ils sont super chouettes. Je fais une première présentation où
j'explique en fait ce que c'est la rhétorique et l'idée que j'ai du projet. Et en fait, ils sont super attentifs et ils me prennent pas du tout de haut, tu vois, parce que j'avais cette idée quand j'ai fait mes études de romane et que tu te mélangeais un peu avec les facultés de sciences. Ben voilà, je raconte toujours cette phrase, mais c'est vrai qu'elle m'a marquée, où on me disait, bon, ah oui, tu fais romane, tu vas être prof ou au chômage. Alors, déjà, je vois pas le problème de prof. Heureusement, c'est les personnes les plus courageuses du monde, les profs de secondaire, pour moi. Et qu'est-ce que c'est que ce manque d'imagination? Mais donc, il y a ce truc comme ça où je sens ce regard des sciences appliquées comme ça sur les littéraires, et je me dis, mais non, on n'est pas moins bien que vous. On n'est pas moins sérieux, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes méthodologies qu'on fait pas de bon travail. Bref, et donc je me dis, ah, je vais tomber là-dessus. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et donc, c'est un peu long quand même, je t'avoue, pour trouver mes marques. Trouver... En fait, les faire parler. Parce que quand je commence mes interviews pour savoir un peu c'est quoi leur problème justement avec les mots de la robotique, en fait, ils me servent le discours qui servent aux gens qui viennent visiter le labo. Un discours corporate, en fait, d'entreprise. Non, pas d'entreprise, mais qui convient aux journalistes. Donc, on t'explique simplement, bon, ben voilà... Vulgariser, et alors on te dit, mais pourquoi vous faites des robots? Ah, ben tu sais, c'est pour aider plus tard les personnes âgées et tout. Et en fait, au bout de 6-7 mois, je me dis, mais attends, je comprends pas. Parce qu'ils me disent, d'un côté, ils servent ce discours comme ça, oui, on fait des robots humanoïdes pour que ça puisse plus tard aider les personnes âgées ou les travailleurs dans les usines Airbus, tu vois. Des exosquelettes et des choses comme ça. Voilà. Et puis, en fait, quand moi je parle avec eux à la pause café... Ils me racontent pas du tout ça, ce qui les anime et tout, ce qu'ils essayent de comprendre, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc je me dis, ah ok, en fait, il y a le discours des chercheurs en robotique où si tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu fais toi? Ils disent, mais moi je cherche à comprendre. Et puis il y a le discours qu'il faut donner aux journalistes pour que quand même on se dise, pourquoi on les paye en fait ces mecs? Et c'est pour apporter des solutions futures. Et en fait, ça, c'est super intéressant. Bon, c'est super frustrant aussi, je t'avoue, parce que je me rends compte que dans ce domaine, il y a les discours publics où alors on va s'émerveiller devant des trucs que eux ils se disent, oui, c'est un gadget, quoi. Où on va avoir peur de choses. Où eux, après, tu vois, moi, je me retourne et je dis, mais comment je dois lire cet article-là? Ils me disent, mais non, c'est pas ça. Et par contre, ils m'expliquent des choses... où je me dis, ah oui, en fait, on devrait avoir peur de ça, plutôt. Notamment, par exemple, tout ce qui est l'accès à la vie privée, etc. Bon, maintenant, ça a quand même un petit peu bougé, mais on parle beaucoup moins de ce genre de problématique et beaucoup plus de le jour où l'intelligence artificielle sera mise sur un robot. Et alors, tu vois, eux te disent, mais c'est une phrase qui est bizarre pour nous parce qu'il y a déjà de l'intelligence, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est cet écart-là que j'essaye avec ma thèse de décrire. Et puis alors, tu vois, d'apporter une solution rhétorique, de dire, bon, est-ce qu'on évite d'utiliser certains mots pour éviter de faire peur, voilà, même si, tu vois, intelligence artificielle, c'est un mot dont on peut plus se défaire, c'est là. Donc de toute façon, on est bloqué avec ça. Quelle solution, dans les outils rhétoriques qu'on a, quelle solution on peut utiliser pour que quand on s'adresse au public ou quand on s'adresse à des chercheurs d'autres disciplines, ils n'aient pas ce malaise comme ça de « Ah, j'ai l'impression de jouer le jeu du sensationnalisme », ou alors je vais dans des trucs super complexes que personne ne comprend, quoi. Et pour ça, c'est quoi ton processus créatif? Mon processus créatif, tu veux dire comment j'avance dans le... Oui, dans la recherche et dans la vulgarisation aussi, si c'est bien ça. Alors oui, moi j'ai si tu veux, ma thèse, c'est un peu de la vulgarisation de la rhétorique pour les roboticiens. Mais bon, moi là, ok, j'ai eu mes cours de rhétorique, j'ai eu mon mémoire, mais je suis au début de ma thèse, donc je dois aussi
me former parce qu'il y a plein d'écoles de rhétorique avec différentes façons d'appréhender le langage, des plus normatives, des plus pratiques. Et bon, moi, je vais là-dedans, hein. Ça me convient mieux, c'est ce qui me semble coller à ce que j'observe. Et donc, je travaille avec l'équipe du Graal, donc le groupe de recherche de Bruxelles, qui me donne des références, on croise nos travaux, parce que alors, moi je travaille sur rhétorique et robotique, mais dans cette équipe, il y en a qui travaillent sur rhétorique et enseignement, démocratie, il y en a qui travaillent sur la rhétorique dans la politique, mais finalement c'est une discipline où, même si on ne l'applique pas au même domaine, on a plein de choses en commun. Donc on échange beaucoup sur les méthodes, et alors on va rechercher des exercices de rhétorique qui étaient faits dans l'Antiquité, et on les modernise aux problématiques d'aujourd'hui, puisque à ce moment-là, c'est des exercices qui sont faits pour former le citoyen. Et donc, on a l'idée que peut-être si on modernise ces exercices, on va pouvoir, enfin moi dans mon cas en tout cas, avec les roboticiens, on va leur permettre de prendre conscience de leur rapport au langage, et puis de leur proposer différentes stratégies qu'ils pourront ensuite choisir pour voir ce qui leur convient le mieux. Donc je fais des expériences comme ça avec eux en leur disant « Bon les gars, je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer ». Et de fil en aiguille, ça marche assez bien. Il y a des nouvelles conversations justement avec les roboticiens sur le langage, où ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, tu vois, de bloquer, de dire « Non, je n'utilise pas ce mot-là », ce serait bien, mais la réalité te rattrape et tu peux juste pas dire non tout le temps. Donc voilà, on commence à explorer et c'est super chouette parce que ma thèse se termine avec une expérience à la Cité des Sciences de Paris où il y a une dizaine de roboticiens, une dizaine de journalistes, et je leur fais faire un exercice de l'Antiquité, la Suazoire, où en fait ils ont 4 discours sur la robotique, 4 discours journalistiques différents, et ils doivent défendre devant un jury improvisé quel est le meilleur discours pour parler de robotique. Et donc, dans ces 4 scénarios que j'ai écrits, on va du discours le plus neutre, scientifique, voilà, au discours hyper sensationnaliste. Et en fait, ils sont mis en équipe, journalistes et roboticiens. Et cet exercice marche assez bien parce qu'ils sortent de là en ayant vraiment compris les enjeux respectifs des professions et l'envie de collaborer pour que le public ait accès à des informations qui soient certes vulgarisées, mais qui puissent rentrer aussi dans la complexité du métier, de la discipline. Et la vulgarisation ne tient pas juste au fait de comprendre un fait scientifique complexe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, parfaitement, enfin, ça me semble très clair. Écoutez, ceux qui nous lisent, nous voient ou nous écoutent, dites-le en commentaire. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Toi qui es au cœur des labos comme ça avec ces chercheurs, tu vois un peu la technologie de demain, d'après-demain. Comment ça se passe? Comment ils font? Tu parlais tout à l'heure de choses qui peuvent faire peur ou non, d'assistance ou non. Comment ça se dessine? Parce qu'on n'arrête pas de parler d'IA ici et maintenant tout le temps. Ça fait partie de nos vies quasiment tous les jours. Comment ça va évoluer ça, selon toi, et selon ce que tu as vu au cœur des labos? Écoute, vraiment, je suis pas dans une bonne position pour répondre à cette question. Je pense que un roboticien qui a fait ces exercices de rhétorique serait vraiment mieux placé que moi. Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui m'inquiètent. À titre personnel, donc c'est pas vraiment en tant que chercheuse, tu vois. Alors oui, c'est sûr, j'ai des copains roboticiens, donc c'est sûr que si je vois quelque chose qui m'inquiète, j'appelle et je fais la même chose que pendant ma thèse, mais j'ai pas d'avis comme ça
ce qui va se passer. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est avec l'intelligence artificielle et tous ces outils pour la génération de contenu, j'ai un peu peur de la place qu'on va laisser à notre créativité, à notre fonctionnement d'essai-erreur, tu vois. Et ça, c'est pas du tout nouveau avec l'intelligence artificielle. On le voit déjà depuis vraiment longtemps que l'erreur, les projets exploratifs, tu vois, dans la recherche, je dois souvent écrire des projets et je suis toujours un peu choquée parce qu'on me demande déjà de dire ce que ça va donner. Alors oui, je comprends, il faut qu'on sache plus ou moins où on vise, tu vois, mais c'est comme si on savait déjà tout ce qui allait se passer. Or, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se font par tâtonnement et dans le temps long, etc. Et donc, tout ce qui est technologie en général m'inquiète par la vitesse et que ça prend. Et on voit bien là, donc après ma thèse, j'ai fait 2 ans de recherche en Autriche, et là avec des philosophes. Et en fait, on voit bien, ils sont sollicités tout le temps en disant mais ça va tellement vite, posez-vous les questions parce qu'on va devoir y répondre bientôt et il faut bien que quelqu'un se pose ce genre de questions. Alors oui, c'est peut-être aussi un bon profil à questionner là-dessus, les philosophes de la technologie, ce que je suis pas. Donc voilà, oui, moi c'est vrai que moi qui écris à côté, qui aime bien, comme je disais au début, tu vois, prendre mon temps, observer un petit peu ce qui se passe, le truc qu'on fonce comme ça et on prend l'intelligence artificielle comme si c'était... ça va forcément faire partie de nos vies. Mais est-ce qu'on peut avoir 2 secondes, tu vois, et se dire, bah, peut-être on n'en a pas envie. Enfin, je sais pas, tu vois, les GSM, enfin, les portables, etc., on n'a pas eu ce genre de réflexion. On se dit, ah oui, c'est super, il n'y a plus de fils, maintenant on les a. Et puis maintenant, tu vois, tous les enfants, on parle des addictions des enfants, etc. Alors, il y a plein de solutions, hein, c'est pas ça, mais tu vois, juste 2 secondes pour prendre... Prendre du recul, en fait, de la hauteur et de se dire, est-ce que c'est bon, pas bon, ou Mais à quel même, moment je sais même pas bon ou pas bon, c'est est-ce qu'on a envie, tu vois? Mhm. Même au-delà des valeurs, est-ce qu'on a envie d'utiliser tel genre de technologie, tel genre d'outil pour faire une activité, ou est-ce qu'on a envie de la garder, tu vois, le jardinage, est-ce qu'on a envie de garder nos mains dans la terre, ou est-ce qu'on prend forcément des machines? Alors peut-être parfois oui, parfois non, c'est juste ce truc de il faut aller toujours plus vite, plus loin. Moi, c'est pas ma nature du tout. Donc, je t'avoue que c'est un peu ça me surprend moi-même de me dire tiens, maintenant je fais de la recherche. Oui, en rhétorique, c'est un art dans le temps long, mais qui s'applique à une technologie, à la robotique, à l'intelligence artificielle. Je me dis mais pourquoi? Parce que franchement, c'est pas le truc enfin, ça me passionne pas, quoi. Mais d'un côté, ça me met peut-être dans une position intéressante parce que je suis pas contre, je suis pas pour, donc je me bats pas avec ce genre de questionnement. Mais ouais, je suis un peu curieuse, c'est vrai, de savoir en quoi ça peut nous aider à être meilleurs. Et meilleurs dans le sens, pas forcément plus performant, tu vois. C'est que notre vie nous plaît plus. Et à côté de ça, bon, bah, avec quoi il faut faire un peu gaffe. C'est un peu le... Ouais, c'est le projet... j'ai envie de garder un œil là-dessus dans les prochaines années. Et en l'occurrence, par rapport à la créativité, à l'écriture, parce que c'est quelque chose aussi dans les prochaines années où je me vois... bah, oui, c'est un monde que je me sens maintenant prête à explorer. Le média Game Changer, multiples thématiques. Une partie de ton travail, c'est aussi peut-être projeter l'image qu'on a des IA. Parce que les IA, on en entend aussi parler à travers la fiction, le cinéma, et déjà depuis un certain temps dans les arts. Comment toi tu vois les choses? Comment tu appréhendes ça?
Alors c'est sûr que l'imagination et les représentations de la robotique, de l'IA, ça fait tout à fait partie de mon travail, ça fait aussi partie de la rhétorique. Euh, alors il y a tout un courant qui est en train de naître, qui est déjà même bien né, sur l'écriture spéculative. Donc on demande à des auteurs, des artistes, oui, c'est pas juste de l'écriture d'ailleurs, mais de représenter, d'imaginer le monde dans 150 ans, par exemple, et, euh, et d'imaginer un monde désirable. Et donc ça inclut l'écologie, les technologies, l'humain, avec des visions globales comme ça. Et c'est super intéressant. Mais c'est une vision d'artiste, entre guillemets. C'est pas forcément scientifique, c'est plutôt, mettre des guillemets, mais un rêve. Oui, alors maintenant, les projets que j'avais en tête là, comme par exemple, il y a Imagine 2050, un projet en France, mais il y en a partout, en Allemagne. Je vois des petites... j'ai fait un peu un mapping de ces initiatives, et en fait, ils consultent les experts, donc même aussi au cinéma, c'est pas du tout rare qu'on appelle des scientifiques pour venir voir le vraisemblable. Parce que de toute façon, on ne sait pas. Et tout bon scientifique digne de ce nom, tu diras, mais non, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais on peut évaluer le vraisemblable, la crédibilité des solutions. Et pour ça, évidemment, il y a les collaborations avec les scientifiques. Alors, c'est vrai que moi, pour mon projet, je ne me vois pas dans l'écriture spéculative. Mais je m'intéresse voilà, à cette question de l'imagination, la place de l'imagination, de la représentation de l'homme dans ce milieu. Et donc c'est un petit peu moins... je ne vais pas écrire de la science-fiction. C'est pas ça qui vraiment va m'intéresser, même si c'est super intéressant et que ça vaut vraiment le coup d'explorer ce genre d'hypothèses, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra aller vers et créer un monde qui nous convient. Mais c'est vrai que moi, tu vois, encore le sujet un peu niche. Mais dans ça, moi, j'aime bien regarder justement les gens qui imaginent ce genre de futur. Qui ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelle place ils ont dans la société, aussi par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs propres émotions, par rapport à leurs peurs, etc. Et donc c'est ce genre de discours qui m'intéresse, et c'est le projet maintenant que j'essaye de monter et que j'ai proposé à différents endroits en Europe, hein, parce qu'il faut bouger quand tu es chercheur. Mais donc j'aimerais bien travailler avec des artistes et plus précisément des auteurs de bande dessinée, vu que je viens de publier ma bande dessinée, je suis à fond là-dedans, et de rassembler des auteurs qui, voilà, à la fois ils écrivent, à la fois ils font du visuel, et de les interroger sur leur processus créatif par rapport à l'IA qui est en train d'être utilisée pour générer beaucoup de contenu. Qu'est-ce que ça fait et comment ça change aussi notre façon d'imaginer et de représenter le futur. Ils en ont peur ou idem? Écoute, j'ai pas encore commencé Deuxième épisode. Mais oui, je pense qu'il y a une inquiétude, et ce qui est tout à fait légitime, mais il y a aussi le sens qu'il y a une opportunité à saisir. Donc il n'y a pas un rejet total de « oh non, surtout pas d'IA, il faut garder les méthodes traditionnelles de création », parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps que les illustrateurs et les auteurs, pour faire leurs recherches, etc., on utilise du digital, en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut évaluer la chose, il ne faut pas forcément tout rejeter, parce que de toute façon, c'est là. Hein, donc, de nouveau, ce serait un peu naïf de se dire « oh non, on va fermer les yeux, on fait comme si ça n'existait pas ». Par contre, je pense que ça vaut le coup d'interroger les gens qui créent et de voir leur valeur dans le sens à quoi ils tiennent. Et c'est ce qui fait qu'ils sont qui ils sont et qu'on reste humain. C'est beau ça comme conclusion. Pas mal. Waouh, je suis... Voilà.
En parlant d'actualité, tu viens d'en toucher un mot. Tu as encore fait un truc en plus, une BD, après jeu, il y a déjà beaucoup de choses que tu viens de citer. Une BD. Pourquoi faire une BD? C'était après ma thèse, donc j'ai terminé en 2020. La suite, donc c'est d'avoir un post-doctorat, donc on écrit ses dossiers. De nouveau, période un peu d'attente longue. J'ai l'impression que chez toi, l'attente est très productive. Parce qu'en fait, si on te met dans une salle d'attente, on est sûr qu'à la fin de la journée, il ressort quelque chose. Oui, sans doute. Sans doute. Oui, parce qu'en fait, c'est des périodes qui sont pas très confortables. Tu vois, Oui, t'attends. parce que t'es pas sûr de l'avoir, Mais tu oui, sais pas si tu vas gagner ta vie ou non, c'est un c'est peu ça ça. l'idée. Oui, oui, Ah. oui, c'est tout à fait ça. T'es dans quelques mois comme ça. Et alors, je refuse de faire absolument un travail pour travailler. Donc, quitte à réduire mon budget, tu vois. Je veux Mais dire un travail alimentaire, en fait. je veux pas de travail alimentaire. Je mourrais là-dedans, je le sais. Donc D'ennui intellectuel, tu veux dire. oui, sans doute. Je sais pas encore très bien ça. Tu vas en faire un peu en 2 semaines et tu nous diras si tu as survécu. Mais j'en ai fait un peu, bien sûr. J'en ai fait un peu. Et oui, je suis un petit peu morte à l'intérieur. Je sais pas, il y a... ouais, je sais pas très bien. Mais il y a sans doute le rapport à la créativité, où en fait, dans les jobs alimentaires, c'est pas souvent le bienvenu, la créativité. Tu vois, j'ai travaillé pour une association, pour un restaurant, un traiteur, etc. Et moi, j'arrive et je me dis, bon, on va changer tout ça, j'ai des idées. Et en fait, on se dit, non mais Céline, calme-toi, c'est bon. Faut juste piller des Tu serviettes. fais quoi. ton truc. Et donc, en fait, je pense que c'est ça qui fait que j'ai besoin de me remonter les manches, tu vois. donc oui, je pense que... Oui, après ma thèse, j'ai de nouveau ce creux où j'ai plein d'idées et tout, mais je dois attendre et je sais pas si ça va marcher, donc je me dis plan B. Et puis surtout, je suis fatiguée quand même. Après ma thèse, je suis très fatiguée et je suis fatiguée de lire du texte. Donc, je me sens un peu comme quand j'étais là en Romane, où j'ai commencé aux Beaux-Arts en peinture. J'avais besoin de couleurs, j'avais besoin de vraiment faire quelque chose avec mes mains. Et il s'avère que pendant toutes mes années où j'ai travaillé avec Raph pour le jeu de société, à chaque fois qu'on se voit, il me pousse des bandes dessinées dans les mains. Et donc, je les lis, quoi. Donc ça fait 5 ans que je lis beaucoup de bandes dessinées et je me dis, bon, je vais prendre des cours de BD. Je vais prendre des cours de BD après ma thèse, ça me fera du bien. Juste faire un truc pour le fun, tu vois. Et je m'inscris à ces cours. À la base. Je m'inscris à ces cours et mon prof de bande dessinée, Denis Marine, c'est à la Fonderie à Bruxelles. Je sais pas, ce petit cours du soir comme ça, tu vois. Et il me dit, bon... c'est pas mal ce que tu fais, il y a une rencontre auteur-éditeur au centre de la bande dessinée, fais un projet, va leur montrer ce que tu fais. Je dis, mais non, t'es fou, je chipote là. Enfin, mais si, il m'encourage, il me pousse et tout, et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? En plus, s'il me dit, enfin, le gars, il fait de la bande dessinée depuis toujours, il sait ce qu'il fait, fais-lui confiance. Donc je vais à cette rencontre auteur-éditeur avec mon petit dossier que je cache, tu vois, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a des illustrateurs là qui ont... Et dans la file d'attente, il y a une fille qui vient vers moi, c'est Célia Ducaju, et elle me dit, montre un peu ton dossier. Je dis, mais non. Comme ça, quoi, elle était curieuse. Bah oui, elle était... elle, pour le coup, est dans son élément. Elle a fait... la bande dessinée à Saint-Luc, elle a fini son master d'illustration scientifique à Paris, elle veut faire sa BD, et donc elle est super à l'aise, et elle me met super à l'aise. Elle me dit, mais si, tu sais, c'est bien, tout. Bon. Et puis, je montre mon projet chez Dargaud, et donc c'est quelques petites tables comme ça, avec les éditeurs. C'est une sorte de speed dating Oui, d'édition, c'est ça, en fait. Okay. Exact. Et l'éditrice... Valérie Béniès, qui est aujourd'hui l'éditrice de la bande dessinée de laquelle je suis scénariste, elle me dit, bon, on sent que l'écriture, c'est ton fort, le dessin, c'est pas mal, t'as un sens graphique, mais bon, de là à faire une bande dessinée sur 100 pages, c'est un métier, quoi. Mm-hmm. Et je me dis, oui, déjà pour faire le dossier, ça va, mais 100 pages, il faut tenir sur la longueur, quoi.
Et donc, elle me dit, mais peut-être essaie de t'associer avec un dessinateur, une dessinatrice, parce qu'il y a quelque chose. Et Célia Ducaju, donc, qui était dans cette file d'attente, on lui dit l'inverse. On lui dit, OK, le dessin, c'est bon. Par contre, le scénario, on sent que peut-être c'est pas ton intérêt premier, essaye éventuellement de t'associer avec quelqu'un. Et donc, voilà. En fait, là, c'est la deuxième rencontre. Célia, on se rencontre juste avant, ou entre les vagues Covid, je sais plus trop. On se voit une fois et le courant passe bien, quoi. On sent toutes les deux, on a envie de faire un projet. Et on se lance et on travaille d'abord sur un projet de bande dessinée sur base de ma thèse en robotique. On fait un dossier qu'on présente au concours Raymond Leblanc, qui est un concours de bande dessinée international. Enfin, c'est un concours belge, mais qui est ouvert à l'international. Et on se dit, bah, c'est pas mal, c'est une deadline, ça nous fait un bon exercice. Et là, de nouveau, Dargaud nous dit, pas mal, bon, sujet un peu niche. Et je pense que c'était pas encore assez mature à ce moment-là. Mais continuez à travailler ensemble. Donc l'année d'après, on soumet un nouveau projet et là, ça passe. Donc on se lance. Je pars en Autriche pour mon Encore postdoc. un petit tour d'Europe. Et on commence à travailler avec Célia sur la bande dessinée. Et on arrive à maintenant où je rentre d'Autriche et où la bande dessinée est sortie il y a quelques semaines. Et donc c'est Interlude chez Dargaud avec Célia Ducaju. Et j'espère la première d'une longue série parce qu'on s'est vraiment très très bien amusé. Donc voilà. On mettra le lien en description pour pouvoir l'acheter et la découvrir de cet épisode. Eh bien, il me reste à te poser la dernière question que l'on pose à tout le monde dans Raconte. Qui tu voudrais entendre, voir, lire dans Raconte à ta place? Oh. Bonne question. Là, me vient directement Célia Ducaju, la dessinatrice de la BD, et Raphaël Van Lemputen, l'illustrateur et graphiste du jeu. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur eux et je serais très curieuse de voir comment ils racontent leur parcours. Et sinon, toi? Moi? Mais oui, je ne sais rien, moi, Eh bien, de ton parcours, et ça m'a l'air intéressant. Je vais m'auto-inviter. Et je vais auto-inviter Si tu veux, Michel. je fais les questions. Ouais, écoute, on va y penser. Mais merci pour l'invitation, en tout cas. Il me reste à remercier une nouvelle fois le pavillon de Namur de nous avoir accueillis et les artistes Alessa Sana et Alexandre Weisser qui ont fait la superbe œuvre qui est derrière toi, qui est à voir ici à Namur. Merci beaucoup. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.